pourquoi un enfant construit de façon positive sa santé mentale pour repérer au plus vite ce qui allait bien dans les enfants qui n'allaient pas bien. Donc il y avait cela. Alors je pense que c'est le point de départ. Et que, alors, le côté plus difficile, c'est à partir du moment qu'on est un rebelle mais sans outils, jusqu'où on va être sacrifié sur les autels du djihad ou de la débilité ou de la psychiatrie asilaire. Donc là, je trouve que c'est trois petits points. Que pour moi, quand même, pour en revenir aux rêves, les rêves, c'est quand même arriver à pouvoir se représenter qui je suis dans l'espace, qui je suis en relation. Le rêve, c'est pas rien que pour trouver les conflits, c'est toutes les intuitions. Et que la peinture est une manière vraiment prodigieuse de dire qui je suis, comme l'écriture. 50% de la littérature, c'est de l'autobiographie pour sortir Oui, c'est de la réinvention même. Voilà, c'est quand même mis en récit par une narration, d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui m'est arrivé. Oui, et c'est une intrigue qui, dans l'écriture, pourrait même aboutir. Ça peut aider à des gens dont l'intrigue n'aboutit pas. Voilà. Même si c'est fantastique. Et c'est pour ça que on développe comme ça des génogrammes imaginaires. C'est ça. Et donc à la fois qu'on aide les enfants à s'inventer une famille, point, oui. En sachant que et cela ou dans les génogrammes un peu imaginaires sophistiqués, ben, avec les personnes qu'ils rencontrent, qui y mettraient comme papa, comme maman, comme grand-père. Voilà. Dans une structure un petit peu invariante. Ça. Voilà, c'est pas grave, c'est pas délirant. Non, c'est sûr. Mais de voir un peu. Alors, on va commencer l'entretien. Donc là, maintenant, on est concentré. On arrive au 4e moment, Hubert Butz. C'est un moment conclusif et évidemment, nous sommes tous les deux d'accord que, en fait, non. Ça s'ouvre dans tous les sens, c'est très bien. On en était resté à quelque chose de très fort que tu avais dit, à savoir que pour bien comprendre les gens qui vont pas bien, il faut bien comprendre les gens qui vont bien. Et c'est quelque chose que tu négocies en termes d'imaginaire, de rêve, de rapport à la réalité. Est-ce que tu peux résumer ta pensée par rapport à ça? Parce qu'il y a énormément d'enjeux méthodologiques là-dessus, évidemment. Quelqu'un qui va pas bien, on peut l'aider que si on comprend comment il pourrait aller bien. Il y a quand même, au niveau du préalable, je suis sorti de médecine en 78, et la représentation que j'avais d'un enfant, c'est que c'était un tube digestif, et que s'il criait, c'était bon pour ses poumons. Quand on voit, je dirais, l'explosion extraordinaire de connaissances sur le développement de l'enfant, du bébé, du fœtus, donc il y a eu, c'est quelque chose qui fait que c'est très difficile, je dirais, d'être au courant de tout ce qui est actuellement prouvé par les neurosciences, par le fait de sortir un peu des poncifs autres que, je dirais, l'axe Freud, Lacan, Dolto, qui malheureusement ont mis trop dans l'ombre ou dans une oubliette le corps. Donc, oui, c'est dans ce sens-là que... donc il y a une révolution paradigmatique parce que au fond, ton travail, c'est de revenir avec tout le savoir que tu as et que tu as acquis, et plus l'expérience, c'est de revenir à des métathéories vers le corps et une observation praxique. Avec ce corps, comme j'ai expliqué, qui est à la fois, c'est de la motricité, fois l'imaginaire. Donc c'est ça, c'est avec le corps en termes d'expressivité motrice. Tout à fait, et qui fonctionne aussi comme un langage pour faire plaisir à nos amis lacaniens. C'est un inconscient. C'est un inconscient qui s'exprime et qui devient conscient. Ok, en sachant que voilà, quand ils font la différence entre le langage et le discours, et alors c'est quoi les postures et les impostures, donc il y a quand même à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut observer. L'autre élément, est-ce que j'observe ce que l'enfant montre? Est-ce que l'enfant va me montrer, je dirais en termes de sentinelle ou de lanceur d'alerte, des difficultés? Ou est-ce qu'avec mes idéologies, je ne vais pas les voir? Et donc il y a quelque chose à réfléchir sur comment les idéologies empêchent de voir ce que les enfants tentent de montrer, et j'aurais tendance à dire jusqu'où on invisibilise. Et c'est ça, c'est les chiens de garde, brouilleurs d'alerte. Hein? Me faire croire que parce qu'un bébé dort bien dans les bras de sa mère, alors que ce bébé s'est enfoui dans le sommeil pour ne pas répondre à des injonctions paradoxales. Oui. Et à
Alors qu'on va dire, oh non, quelle image épinale, un bébé qui dort dans les... Oui, tout à fait. Et il y a une liste assez très importante de ces symptômes qui sont vraiment des lanceurs d'alerte, mais qui sont invisibilisés et transformés. Oui. Quand j'expliquais là tantôt que lorsqu'un enfant qui Oui. jette, on va dire qu'il est violent et qu'il va recevoir soit de la rilatine, alors que l'enfant montre ce qu'il a vécu. Tout à fait. Donc c'est ça, Oui. ce côté assez interpellant, de voir qu'un enfant qui explose parce que mal contenu, on va dire, oh, mais c'est un Spirou, il est plein de vie, ou qu'un enfant, parce qu'il est hyper tendu, parce qu'il est mal porté, ben, ça va accélérer tous ses réflexes osteotendineux, donc il va marcher rapidement. Oh, un développement psychomoteur précoce, quelle bonne qualité parentale. Mais non, c'est là le côté un peu compliqué, je dirais, de repérer tout cela. Et ton travail et ta position, au fond, est celle adossée quand même à un grand savoir. Tu es médecin, tu es psychiatre, etc. C'est de ce que les phénologues appellent pratiquer l'époquet. Époquet, c'est table rase. Je suis devant l'enfant, je ne suis devant que cet enfant. Il n'y a pas tout un discours ou une idéologie, je reprends tes mots, qui s'interpose et qui me dit « Ah oui, s'il dort bien, c'est qu'il dort bien ». Etc. Et donc de rester ouvert constamment à ce qui se présente à toi et que tu risquerais de réduire par des réflexes intellectuels. C'est là, si je devais dire quelle idéologie qui me pousse, je dirais que c'est l'idéologie de l'observation. Donc c'est comment mon cadre d'observation qui me fait dire de façon un peu présomptueuse, ce que je vois, c'est ni bien, ni mal, ni normal, ni moral. C'est ça une époque. Mais je dois être, moi, attentif, je dirais, à mes projections, à mes perceptions erronées, à mes identifications. Et je me garde bien de faire des interprétations. Bien sûr. Voilà, ça je dirais que ça, c'est mon outil. Ce sont plus des intuitions, des interprétations. Les interprétations veulent dire tout. Les intuitions disent un peu de qui... Donc je résume, mais comment j'objective ma subjectivité. Donc comment je n'ai pas peur de parler de mon histoire, de mes fragilités, de ma vulnérabilité, de mes rapports moi-même, par rapport à la manière dont je me suis construit, avec mes faiblesses, avec mes manques, d'une part, pour pouvoir justement être rappelé à l'ordre si jamais j'étais dans des processus de dérive. Et donc, je crois que si on ne sait pas dire son histoire, ça sera le gros problème, au moins on dit son histoire, au moins, je dirais, on peut être, je dirais, balisé par ses collègues. Mais jusqu'où, à ce moment-là, l'histoire, c'est l'intimité, et jusqu'où... Mais est-ce que tu serais d'accord de dire que l'attention soutenue que tu as au corps, à la manière, à l'expressivité motrice. Voilà, à l'expressivité motrice, est une position épistémologique qui te permet d'échapper aux séductions fausses d'une objectivité doctrinale et aux séductions tout aussi fausses d'une subjectivité qui n'est sensible qu'à ce qu'il reconnaît comme ses propres symptômes chez le patient. Et donc, chaque fois, tu apprends de l'enfant. Et donc, je vais être très attentif à rester ouvert à quelque chose de neuf. Oui. Donc je suis prêt à m'émerveiller, d'une part, avec ce que l'enfant va me montrer, tout en sachant qu'au plus l'enfant va mal, au plus il va être un karcher dans mes noyaux, je l'appelle psychotiques, dans tous les morceaux qui ne sont pas bien construits ou qui sont inachevés. Mais on doit faire avec. Oui, mais la question c'est comment je peux repérer cela. Oui. Et mon travail, je dirais, en tant que psychiatre, c'est pas rien que faire des diagnostics, mais c'est soutenir les gens qui sont en première ligne, qui n'ont probablement pas assez de soutien psychique. Tu parles de qui exactement? Alors que ce soit des parents de naissance, ou des parents d'accueil, des parents d'adoption, mais les puéricultrices de crèche, les puéricultrices de pouponnières, les institutrices maternelles. Parce que quand on est trop confronté à des enfants en difficulté, ça développe de la cécité et de la surdité émotionnelle. Oui, bien sûr. Qui est le plus, je pense, mis en évidence dans le cadre du placement familial, quand on appelle, je dirais, le mal du placement. C'est-à-dire que les bébés peuvent comme ça amener tellement d'éprouvés non représentés, ou peut-être irreprésentables, et qu'en le déposant dans cette proximité corporelle et affective que représente l'intimité d'une famille d'accueil, ben, ça peut faire des dégâts, de dénarcissisation, enfin, tout un travail de voir comment on est assez fort pour supporter, je dirais, des enfants dénarcissants sans être dans la représaille.
Est-ce que ça existe des enfants qui vont parfaitement bien? Pour moi, un enfant qui va bien, c'est un enfant qui, par rapport à quelque chose, je dirais, d'imprévu, ne seront pas trop décontenancés, parce qu'ils vont utiliser leur intelligence et leur imaginaire. Ils vont être les auteurs de leur vie. Oui, et qu'on voit ça tout de suite déjà dans des comportements verbaux. Hein, habituellement, si je montre à un adulte, si devant un adulte, je lui disais, tiens, tu es un enfant de 17 mois, si je m'accroupis comme un enfant de 17 mois, que je tends ma main droite et que je penche ma tête, eh ben, l'enfant va donner ce qu'il a en main. Oui, tout à fait. Il y a même des gens là, qui sont trop confiants qui vont me donner leurs mains. C'est pas ça que je te demandais. Donc, pour montrer qu'il y a déjà plein de codes infraverbaux de socialisation et qu'on appelle ça des enfants des dominants leaders. Donc, il y a des enfants qui vont bien parce que quand, je dirais, non seulement ils vont gérer et générer du lien social, mais aussi ils savent prévenir quand ils sont en colère. Ils savent prévenir quand ils se sentent agressés. Donc, pas des attitudes de posture, c'est très clair. Ou ils savent déjouer l'agressivité ou la tourner sur quelqu'un d'autre, comme ils savent aller rechercher un enfant isolé. Et alors, les enfants qui vont mal sont des enfants qui, quelque part, qui sont tout seuls, tout d'un coup, ils explosent. Donc, on s'est repéré, de par cette explicité motrice, pas mal de choses. Alors, ma dernière question, qui va un petit peu englober tout. Alors, tu as beaucoup convoqué les deux catégories de l'imaginaire et du rêve, d'une manière que je trouvais d'ailleurs tout à fait éclairante. Et je pense que la difficulté d'exposition de ces catégories, c'est que pour la plupart des gens, ordinairement, de prime abord et le plus souvent, comme on dit en phénoménologie, l'imaginaire comme le rêve sont des choses intérieures et donc invisibles. Et je crois que toi, ce que tu prônes, c'est une attention soutenue au corps, à la motricité, à tout ce que tu as dit, qui du coup suppose l'assumption fondamentale que l'imaginaire et le rêve sont parfaitement visibles. Non pas visibles qui sautent aux yeux et qui te giflent comme un grand cri de clown, mais qu'il suffit simplement d'aiguiser son regard, le rêve est là. Alors je ferai quand même un petit bémol. Oui. Hein, et donc au niveau de l'image, j'aime bien expliquer que la santé mentale, c'est à la fois ce qui est visible, ce qui est invisible et multiple. Et l'image que j'ai, c'est comme une pièce de monnaie. Oui. C'est intéressant de voir, tiens, il y a le côté médaille et le côté revers. Oui, l'envers et le revers. Alors, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. C'est ça. Donc, comme la face cachée de la Lune. C'est pas l'invisible, c'est le non-vu alors. C'est le non-vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de pièce de monnaie, on va parler du côté médaille et du côté revers, et pas du côté de la tranche. Oui. Sauf que pour la tranche, c'est déjà plus difficile de rester en équilibre. Tout à fait. Donc, mais la surface, la superficie du côté médaille, du côté revers et la tranche sont tout à fait banaux, dérisoires par rapport à l'intérieur de la pièce. Et donc par le volume du métal, qui n'a de la valeur que par ce que donne la culture extérieure, c'est-à-dire la valeur. Donc c'est pour ça que la santé mentale, c'est aussi lié à la culture. Ah oui. Et que toute la façon, je dirais, d'une fonction parentale, l'image que j'ai, c'est comment un enfant, c'est comme un peu un cube avec plusieurs facettes. Et comment toutes ces facettes, alors que ce soit des émotions, des rythmes, de la représentation, de la contenance, se relient par l'intérieur invisible, comme un cube magique, et que toute la fonction parentale, c'est d'arrondir les angles pour transformer ce cube en balle, pour devenir autonome, comme les planètes. Quel conseil un petit peu vieux jeu, un petit peu paternaliste, c'est moi qui dis les mots, tu donnerais à des jeunes gens des deux sexes qui voudraient être praticiens dans ce domaine de la pédopsychiatrie, à un titre ou à un autre, de haut en bas de l'échelle? Qu'est-ce que tu dirais que t'inspire ton expérience à toi? Contre quel danger tu vas les prévenir, par exemple? Du premier danger, je dirais, universitaire, et donc d'intellectualiser, je dirais, de rester au niveau théorique. Oui. Donc, qu'il faut reconnaître quand même que la médecine
a fait un hold-up sur la santé mentale et que les firmes pharmaceutiques ont fait une OAP sur la psychiatrie. Mais oui. Donc il y a quand même à se dégager de cela. Oui. Alors je donne très peu de médicaments, mais ça ne m'empêche pas d'en prescrire. Bien sûr. Et que même parfois j'en prescris assez vite, tellement que les enfants sont éclatés et qu'ils ne savent plus se réorganiser. Moi je crois que tant qu'on ne fait pas un travail sur son corps, donc tant qu'on reste à un niveau verbal, je pense qu'on est très limité pour travailler des processus, pour aller rejoindre l'enfant ou l'adulte dans ce qu'ils sont. Alors ça, c'est l'intérêt de ta position, parce que si tu veux, moi je te rejoins dans ma dénonciation, ou dans ta dénonciation, du discours du maître, du fétichisme, de la chose universitaire, avec un petit grain de sel qui va t'amuser. C'est que c'est une situation symétrique à ce qu'on avait évoqué dans notre discussion. C'est-à-dire une espèce, j'avais dit ça, c'est la mélancolie, hein, tu te souviens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui apprennent les textes sans jamais oser avoir l'audace blasphématoire de les comprendre et donc de les critiquer et donc de se les approprier. Un enfant qui ne s'approprie pas les signaux qui lui font problème ne va pas s'en sortir. Je crois que l'étudiant ou l'étudiante qui fait la même chose et qui se dit « Ok, c'est Lacan qui l'a dit, c'est Freud qui l'a dit, c'est machin, c'est Winnicott, c'est qui tu voudras », va tomber dans le double écueil que tu as dit, c'est-à-dire des médicaments, de la chimie en psychiatrie et de la santé mentale entièrement médicalisée, comme si les êtres étaient des machines. Est-ce que il n'y a pas une révolution semblable à celle que tu préconises dans ton domaine, qu'il faudrait un peu généraliser à cette société, penser ce que vous faites et accepter de vous remettre en question, de douter, regarder, écouter, revenez au corps et à la chose écrite aussi. C'est là où je trouve que tout le travail enfin j'ai la chance moi de pouvoir être éducateur après avoir fait mes études d'avoir été confronté aussi à des au réel, et aussi bien d'enfants handicapés profonds un home d'enfants, donc de savoir mais c'est quoi alors ce quotidien. Je trouve que pour moi le quotidien n'est pas anodin. Bien sûr. Donc non mais c'est et que c'est la répétition qui n'est pas banale, qui n'est pas banalisante, qui est vraiment essentielle pour voir les progrès. Je crois que pour moi, dans mon cheminement, d'avoir pu rencontrer le docteur Jean-Marie Gauthier, qui m'a vraiment initié à la théorie de Sami Ali. Et donc, c'est quoi le rêve? Et donc, c'est quoi le corps imaginaire? Sauf que lui ne parlait jamais du corps du thérapeute. Tandis que dans la formation de Bernard Couturier, pendant 3 ans, c'est quoi mon corps? C'est quoi observer les enfants qui vont bien? C'est quoi, je dirais, les théorisations? Mais c'est aussi, c'est quoi mon plaisir sensori-moteur? C'est comme ma relation tonico-émotionnelle en formation personnelle, mais avec le corps des autres, du groupe de 2, de 3 ou dans l'espace. Et la 3e année, c'est quoi l'image inconsciente que je donne de moi-même aux autres. Et donc, c'est ça, tout ce côté de l'expressivité motrice. Et que dans la formation Couturier, c'était pas faire de Bernard Couturier, c'est de faire, en analysant mon système d'aptitude et le système d'aptitude de l'enfant, de repérer mais comment je peux faire du Hubert Boutsen. Et de repérer dans les systèmes d'études qu'est-ce qui relève de la symétrie corporelle, de l'asymétrie et de la rupture. Oui, quand tu dis l'asymétrie, il y a à l'apostrophe. Oui. Donc, la symétrie. Donc, en quoi je peux être à la fois, alors, entre rien qu'un miroir, ou bien que le miroir peut devenir du mime. Mais est-ce que je suis le jumeau? Est-ce que je suis le double? Est-ce que je suis... Le tenant-lieu. Donc, il y a plein de processus comme ça très intéressants. Mais ce que je voulais dire, et ça me tombe... L'asymétrie, on parlait de l'apostrophe asymétrie. Donc l'asymétrie, mais ça m'a échappé. On coupera ça au montage, même si on ne le coupe pas. Tu parlais de faire du Hubert Boutsen et non pas pas reproduire mimétiquement. Et là, je crois que j'ai transformé cet apprentissage en repérant, je dirais, dans ma pratique, où une de ce que j'ai eu à faire, c'était repérer si un bébé était capable ou non d'entrer en famille d'accueil sans la détruire. Et donc, c'était lié à sa capacité de pouvoir supporter une proximité corporelle et affective. On peut être proche et être que dans l'instrumentation. C'est de voir aussi comment un enfant en accueil qui avait été blessé, abîmé, pouvait bénéficier
d'une famille d'accueil, mais au nom de l'effraction de l'intimité bien sûr. de la famille d'accueil, soit individuellement, soit du couple, de la famille ou de la fratrie. Évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout reconnu, d'une part. Donc ça, c'est vraiment cet élément-là en termes de formation. C'est très formateur d'être comme ça, attentif à cela. Et l'autre, c'est d'avoir été exaspéré d'entendre ce diagnostic, retard de développement psychomoteur, ça va s'arranger plus tard, alors ça ne s'arrange pas. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est, je crois qu'il est doux de repérer dans les observations à l'école, enfin en crèche, en pouponnière, à l'école maternelle, quels sont tous les indices, et d'avoir découvert de façon merveilleuse en quoi les enfants pouvaient être des thérapeutes entre eux. Oui. C'est ça toute la qualité du fonctionnement du groupe que les psys d'habitude n'ont pas beaucoup, je dirais, élaboré. Je pense en fait que c'est ta capacité à redevenir un enfant, devant l'enfant que tu examines et que tu vas aider, qui te rend peut-être magiquement efficace. Tu sais bien que magique, c'est mon vocabulaire. Hein. Je ne vais pas dire poétiquement efficace, c'est très bizarre, mais en tout cas performant. Mais disons que ça, peut-être que la formation m'a aidé à pouvoir dire, mais je peux avoir 69 ans, mais je sais aussi à la fois jouer à être bébé, être un petit enfant, être provocateur comme un adolescent, c'est quoi quand même être responsable 25 ans ou être un patron. Oui, bien sûr. Donc comment on peut jouer de cela, mais avec tous mes manques, mes dérives, mes erreurs, ça c'est, je ne peux pas faire l'économie de cela. Donc, alors Hubert Boutsen, là, on termine le moment audiovisuel de l'affaire avec un peu de protocole. Je voudrais te remercier. Hubert Boutsen, tu es pédopsychiatre, tu as tout cet enseignement à donner, toute cette pratique, toutes ces choses qui font penser. Moi, en tant que philosophe, je m'appelle Franck Pierrebon, by the way, en tant que philosophe, les questions que tu poses, je ne les juge pas du tout comme des contestations de l'intellectualité. Pour moi, tu es un intellectuel. Mais un intellectuel qui devient créateur, c'est-à-dire qui ne va pas simplement faire, comme tu l'as dit, du haut couturier, mais qui va s'approprier des outils au contact du réel, au contact de l'expérience sur le terrain du concret, face à des expériences où tu te dis, là je me suis trompé, là je ne me suis pas trompé, là j'ai cru me tromper mais je ne m'étais pas trompé, etc. Développe ce que tu appelais un sentiment d'initiative à propos des enfants. Oui, et que dans le cadre du placement familial, d'avoir vu des bébés avant qu'ils soient placés, d'avoir donné mon accord, mon veto, et de les voir 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est quoi le temps long d'une prise en charge, et de voir qu'est-ce qui était possible de changer ou pas possible. Ça ne servait à rien d'être dans l'illusion d'un changement quand ce n'était pas possible. Bien sûr. Et ça, c'est la même chose pour les fonctions parentales, où les fonctions parentales ne changent pas. Ce qui est insupportable dans l'humanisme, entre guillemets, un peu béat et idiot, de croire que parce qu'on écoute quelqu'un et qu'on lui parle, il va changer. Non, il y a des conditions pour pouvoir changer. Ça sera pour un autre livre. Ça sera pour un autre livre, et nous prenons déjà rendez-vous. Merci beaucoup, Hubert Boutsen. Merci Tati Lowers.